Le sommet de la sagesse consiste à continuer à désirer ce que l'on a déjà. C'est pas si évident, mais ça évite d'éparpiller son désir sur tous les objets que les autres ont et que je n'ai pas. Parce qu'à ce moment-là, on est dans l'enfer. Parce qu'on a toujours plein de choses que les autres ont et qu'on n'a pas. Et ça n'a pas de fin. Il existe une loi humaine, une loi psychologique fondamentale, aussi importante que la loi de la gravité, que la plupart des êtres humains ne connaissent pas. Et parce qu'ils ne la connaissent pas, ils sont pris dans des rivalités, des jalousies, des déceptions, aussi bien au niveau de leur couple que dans la vie de tous les jours. Et dans cet épisode de dialogue, je reçois le professeur Ougourian qui va nous révéler cette loi sur laquelle il travaille depuis tant d'années et qui est aujourd'hui confirmée par les dernières recherches sur le cerveau humain. Vous allez voir, c'est non seulement passionnant, mais très nécessaire. Bonjour professeur. Bonjour mon cher Fabrice. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir pour parler de l'énigme du désir à l'occasion de votre nouveau livre, Les mécanismes du désir. Et on va prendre un exemple pour commencer. Voilà, dont vous parlez dans votre livre. Il y a une femme qui vient vous voir parce qu'elle n'en peut plus. Elle fait des scènes en permanence à son mari. Elle est jalouse. Elle est jalouse parce que elle le voit admirer toutes ces jolies femmes à la télé, dans la rue. Ça la rend folle et elle en souffre. Elle souffre de lui faire des scènes. Et qu'est-ce que vous lui dites ? Alors justement, d'abord, je lui dis, madame, enfin, est-ce que vous pourriez pas vous contrôler ? Elle m'a dit non, moi, dès que nous sommes dans la rue, mon mari se retourne pour regarder une femme qui passe, ça me met dans un état de jalousie, d'irritation terrible, et je l'engueule. Je peux pas m'en empêcher, je l'engueule, et du coup, ça nous fait une bagarre, on rentre à la maison, on est fâché, et puis après, ça s'arrange, parce qu'on s'aime beaucoup, on est mariés depuis 30 ans, etc. Bon. Et elle me dit, au restaurant, c'est la même chose. Au restaurant, nous sommes assis l'un en face de l'autre, mais s'il regarde la femme de la table d'à côté ou de la table d'en face, alors là, je deviens de nouveau hystérique, et je l'engueule, et ça fait une histoire. Et lorsque nous sommes avec nos enfants, je ne peux pas m'en empêcher non plus, alors les enfants, ça les gêne beaucoup, parce que ils disent, mais enfin, maman, calme-toi, écoute, papa n'a rien fait d'extraordinaire, il a regardé... Alors il m'a dit, est-ce que vous pouvez m'aider ? Alors je lui ai dit, écoutez, moi je réfléchis, je me dis, mais comment prendre ce problème ? Et je lui ai dit, madame, est-ce que vous avez par hasard un animal... Avant de ça, vous lui dites, ce que je trouve très fort, vous lui dites, c'est pas idiot, parce qu'elle dit, elle s'en veut, elle dit, c'est vraiment idiot, vous dites, c'est pas idiot, c'est mécanique. C'est ça. Ça, c'est dingue, parce qu'évidemment, vous dépsychologisez la chose, au lieu de penser qu'elle a un problème, qu'il faut qu'elle aille se soigner, non, vous dites, c'est mécanique. Et c'est là où vous lui faites cette... Voilà, je lui dis c'est mécanique, c'est-à-dire je lui explique en 2 mots que le désir étant mimétique entraîne une jalousie mécanique, automatique, et que par conséquent, dès qu'elle voit son mari regarder quelqu'un d'autre, elle a soit peur de le perdre, soit qu'il aille avec l'autre, enfin bref, elle est prise par le mécanisme mimétique et elle ne peut pas s'empêcher de l'engueuler, de faire une scène. Alors moi, je lui dis à ce moment-là, mais écoutez, madame, est-ce que par hasard, vous avez un animal de compagnie ? Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Elle me dit, ah bah oui, j'ai mon chat. Ah, je lui ai dit, et votre chat, vous aimez votre chat ? Mais c'est ma vie. Et je lui ai dit, mais si votre chat s'approche du balcon et que vous avez peur qu'il tombe, elle m'a dit, mais je deviens folle, je le reprends dans mes bras, je lui fais des bisous, je le rentre tout de suite, etc. Je lui ai dit, bien, mais ça c'est très bien, donc vous aimez votre chat ? Elle m'a dit, mais je l'aime pas, je l'adore. Bon, je lui ai dit, alors quand vous sortez dans la rue et que vous voyez un chat, vous le regardez ? Elle me dit, bah bien sûr. Et je lui ai dit, vous aimez les chats, donc vous regardez tous les chats qui passent dans la rue ? Elle me dit, oui. Je lui ai dit, mais est-ce que ça vous passerait par l'idée de prendre un de ces chats et de remplacer le vôtre par le chat que vous aurez trouvé dans la rue ? Elle me dit, absolument pas, enfin c'est ridicule ce que vous dites. Je regarde les chats parce que j'aime les chats, mais c'est tout, je les caresse. Elle me dit, vous les caressez ? Ah oui, d'accord. Alors elle m'a dit, oui. Ben, je lui ai dit, écoutez, vous savez, c'est mécanique ça chez vous, et votre mari, c'est la même chose.
lui, il vous aime. Vous êtes, je ne dirais pas son animal de compagnie, mais vous êtes son épouse depuis 30 ans. Vous avez des enfants ensemble. Il tient à vous. Il ne vous quitte pas. Il dit non. Je lui dis par conséquent, comme il aime les femmes et comme il vous aime vous, sa femme, quand il voit une femme, une jolie femme, comme vous, quand vous voyez un joli chat, il la regarde. Il la regarde parce que ça l'intéresse. Mais ça manifeste simplement le fait plus général qu'il s'intéresse aux femmes en général et à vous en particulier. Donc c'est un hommage qu'il vous rend lorsqu'il regarde une autre femme, en réalité. Et ça ne lui viendrait pas à l'esprit d'aller chercher l'autre femme et de l'amener à la maison. Comme vous, ça ne vous viendrait pas à l'esprit de ramasser le chat et de l'amener à la maison. Ah oui, elle me dit, ah oui, au fond. Mais au fond, vous avez raison, vous avez raison. Et effectivement, cette petite histoire que je lui ai racontée lui a fait beaucoup de bien parce que ça l'a déculpabilisée. Elle a compris que c'était automatique et en quelque sorte que ce mécanisme mimétique était en quelque sorte laïque et obligatoire. Et à ce moment-là, elle s'est dit, bah oui, effectivement, et alors dorénavant, son mari, et je lui ai dit, alors vous allez faire un pas de plus. Lorsque votre mari va voir un beau chat dans la rue, il va vous attirer l'attention, il va vous dire, regarde ce beau chat comme il est bien, etc. Il va vous le montrer. Eh bien, vous allez faire la même chose. Lorsque vous voyez une jolie fille dans la rue, vous allez attirer l'attention de votre mari en disant, regarde cette fille comme elle est bien. Ah, elle est superbe. Elle me dit, mais enfin, je lui dis, mais non, mais faites-le, vous allez voir. Votre mari vous sera reconnaissant. Et les choses iront beaucoup mieux entre vous. Et c'est en effet ce qui s'est passé. C'est amusant. Elle vient la semaine suivante et elle vous dit, mais interloqué, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fait ça et mon mari est devenu tellement tendre avec moi, il m'a enlacé, on a été manger au restaurant, on a passé une soirée comme on n'en avait pas passé depuis très longtemps. Absolument. Ce qui est surprenant, je raconte cette histoire qui a l'air toute simple parce que ça va nous permettre de comprendre la grande révolution sur laquelle vous travaillez depuis très longtemps avec René Girard sur ce qu'on appelle maintenant le désir mimétique, qui est quelque chose d'absolument surprenant. Et vous l'avez dit déjà tout à l'heure, le désir que j'ai est pour une part mécanique. C'est-à-dire oui. Que vous êtes en train de me dire et de nous expliquer que si souvent nos problèmes, nos souffrances, nos difficultés relationnelles viennent du fait que c'est pas vraiment moi qui décide mon désir, mais il y a quelque chose de mécanique dans mon désir. C'est ça. Alors, en fait, si je vous permettez que je résume un petit peu l'histoire. J'étais déjà, lorsque j'ai rencontré René Girard, j'étais déjà médecin, ancien interne, ancien chef de clinique, agrégé de psychiatrie, et en train de préparer, j'avais fait une licence et une maîtrise de psychologie, j'étais en train de préparer un doctorat de psychologie. Enfin bref, je n'étais pas un enfant de cœur. Mais je n'étais pas satisfait ni de la classification nosologique en psychiatrie, parce qu'il y avait 4 psychoses et 4 névroses, on apprenait ça en une demi-journée, ni la psychanalyse qui me paraissait relever trop de l'interprétation de l'analyste, beaucoup plus que de la réalité de l'analysant. Enfin, c'était mon impression. Et là, j'ai découvert en 73 René Girard, et là, il avait fait une découverte à partir, lui, de l'analyse des grands écrits romanesques. C'est-à-dire qu'il avait pris tous les grands écrivains qu'il appelle romanesques, c'est-à-dire Stendhal, Proust, Shakespeare, Cervantes, Dostoïevski, et il avait cherché, non pas comme tous les littérateurs, à voir les différences entre eux, mais à savoir qu'est-ce que tous leurs personnages avaient en commun. Et il a découvert que ce que leurs personnages ont en commun, c'est que leur désir est toujours imité sur celui d'un autre. Les 2 gentilshommes de Vérone, par exemple, sont des copains qui ont tous les mêmes goûts, qui voient les mêmes choses, qui achètent les mêmes habits, qui vont au même théâtre, ils ne se séparent pas. Et puis un jour, il y a l'un d'entre eux qui rencontre une jeune fille. Et fatalement, comme d'habitude,
Quand il achète une paire de chaussures, il la montre à son copain qui achète la même, et il montre la jeune fille à son copain. Le copain, aussitôt, mimétiquement, c'est-à-dire imitant le désir de son ami, tombe amoureux de la même fille. Mais là, nous sommes devant quelque chose, un objet non partageable. Alors que les chaussures, il peut en acheter d'autres, les montres, il peut en acheter d'autres, ou les habits. Mais là, c'est quelque chose qui n'est pas partageable. Et d'amis qu'ils étaient, ils deviennent ennemis. C'est donc là, le désir mimétique entraîne la jalousie, l'envie, et progressivement, même la violence. Et ça peut aller jusqu'au meurtre. Et nous en avons un exemple dans la Bible, par exemple, Caïn et Abel. Caïn et Abel, ils sont là, ce sont les enfants d'Adam et Ève, donc c'est vraiment la toute première génération, si je puis dire, de l'humanité. Ils sont des frères, ce sont des frères. Et il leur prend l'envie de faire une offrande à Dieu. Abel, qui est éleveur, offre à Dieu un mouton ou un veau, je ne sais plus, enfin un animal bien gras qu'il offre à Dieu en sacrifice. Et Caïn, lui, qui est cultivateur, offre des fruits, des légumes, et Dieu, pour des raisons qui nous échappent, accepte l'offrande d'Abel et refuse l'offrande de Caïn. Aussitôt, l'amour fraternel disparaît. Et Caïn est d'une jalousie morbide, terrible. Pourquoi ? Parce que il voit qu'Abel a quelque chose que lui n'a pas et n'aura jamais. Et que Dieu lui a accordé quelque chose que lui, on lui a refusé. Donc la jalousie, l'envie qu'il a vis-à-vis de son frère Abel se transforme en haine, se transforme en violence et se transforme finalement en meurtre. Donc par conséquent, si vous voulez, c'est quelque chose qui ne tient pas à des sentiments, c'est quelque chose qui est en quelque sorte automatique. Automatique, le désir étant mimétique, dès qu'il porte sur un objet non partageable, il entraîne l'envie, la jalousie, la violence. C'est pour ça que les guerres sont presque toujours des guerres civiles. C'est pour ça que les guerres sont toujours des guerres Parce qu'on pourrait civiles. On croit souvent que je suis en guerre contre l'étranger, le plus lointain. Pas du tout. C'est ce que tout le monde croit. Voilà, j'aime pas l'étranger, il faut que j'aime l'étranger. En fait, celui que je déteste, c'est celui qui est différent de moi, mais en n'étant pas complètement assez différenciable. C'est ça, c'est celui qui... Je pourrais être lui. Pourquoi ne suis-je pas lui ? Ça, c'est absolument central. C'est ça qui permet d'expliquer les guerres de religion. Voilà. C'est ça qui permet d'expliquer l'antisémitisme. Parce que la haine des Juifs, ça a été la haine de celui qui me ressemble tellement, qui vit parmi moi dans mon village, etc. Voilà. Mais regardez maintenant les deux guerres, ou les quelques guerres auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. L'Ukraine et la Russie sont des peuples frères, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Et pourtant, leur détestation mutuelle est absolument homérique. Ils sont arrivés à une escalade de rivalité mimétique. Et la rivalité mimétique, c'est vraiment... Ça part vraiment depuis Adam et Ève. Cette rivalité mimétique, c'est ce que ensuite on a appelé, dans la Bible, on l'appelle le serpent, et ensuite on appelle ça le diable, Belzébuth, Lucifer, etc. C'est la rivalité mimétique, c'est-à-dire celle qui nous entraîne à la violence l'un contre l'autre, violence irrémédiable. De la même manière... Pourquoi c'est irrémédiable ? Parce que ça ne peut pas s'arrêter. Parce que la rivalité mimétique, c'est qu'on veut absolument acquérir ce que l'autre a, mais c'est pas possible. Parce qu'on veut non seulement ce qu'il a, mais ce qu'il est. On ne peut pas acquérir ce qu'il est. Et par conséquent, dans la Bible, reprenons la Bible, Ève, elle réfléchit. Et Aruna Lipsich dit très, très, très justement qu'elle admire Ève pour sa curiosité et son courage.
C'est quoi la curiosité? La curiosité, c'est la tête chercheuse du désir mimétique. Je suis curieux pour voir qu'est-ce que l'autre a et que je n'ai pas. Donc sa curiosité l'amène à se dire, mais pourquoi Dieu a permis que je mange de tous les arbres du jardin, que je prenne tous les fruits, les légumes, les machins, les animaux, tout le monde, et pas cet arbre-là? C'est que cet arbre-là, parce qu'il est interdit, c'est qu'il a quelque chose de très particulier qui fait que Dieu est ce qu'il est. Et donc, par conséquent, elle a le courage, un courage bien malheureux d'ailleurs, de se dire, mais après tout, je vais m'approprier cet objet interdit par Dieu, parce qu'ainsi je m'approprierai sa divinité, ce qu'il a et qu'il me refuse, puisqu'il m'a interdit cet arbre. Et cette rivalité mimétique l'entraîne à manger de l'arbre, du fruit de cet arbre, et d'en donner à Adam qui mange aussi, et aussitôt, la sentence tombe, Dieu leur dit, ben maintenant, vous allez être dans le monde. Et dans le monde où vous allez être, ce n'est plus le paradis terrestre, c'est un monde qui va être régi par le serpent, c'est-à-dire par la rivalité mimétique. Et c'est ce que nous voyons. Le monde entier est régi par la rivalité mimétique à tous les niveaux. Ça va depuis le sous-directeur qui est jaloux du directeur, jusqu'au caporal qui est jaloux de l'adjudant, et ainsi de suite. Mais c'est toujours comme vous l'avez très bien souligné, des gens proches. Des gens proches. C'est-à-dire que le modèle qu'on imite est soit rival, soit obstacle. Il est rival si on peut rivaliser avec lui, c'est-à-dire s'il est assez proche de nous. Il est obstacle si on ne peut pas rivaliser avec lui. Et pour vous raconter une petite histoire, pour vous montrer ce que c'est que l'obstacle, c'est deux soldats soviétiques. L'un arrive vers l'autre dans un état épouvantable, il lui dit « Mon cher Igor, tu ne sais pas ce qui m'arrive ?» Il dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre Sacha ?» Il dit « Imagine-toi, je suis arrivé chez moi, je suis rentré, j'ai entrouvert la porte de la chambre à coucher, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le général dans le lit de ma femme. » Et l'autre lui dit « Ah, mais mon pauvre Sacha, mais comment tu as supporté ça? Qu'est-ce que tu as fait ?» Il dit « Ah, j'ai eu beaucoup de chance. Le général ne m'a pas vu. » Donc, par conséquent, vous voyez, là, c'est l'obstacle absolu. Donc, on ne peut pas rivaliser, quand on est simple soldat, avec le général. De la même manière qu'aujourd'hui, la concierge peut être jalouse de vous si vous venez d'avoir une petite 2 chevaux ou une petite Renault de plus qu'elle. Mais elle n'est pas jalouse de Bernard Arnault, parce que ça dépasse son imagination. Vous voyez? Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, avec René Girard, lui, il s'est intéressé à beaucoup d'autres choses, mais moi, j'ai continué à creuser le problème sur le plan psychologique. Et il s'est produit quelque chose qui se produit rarissimement dans la vie d'un homme, c'est qu'en 1995-96, René Girard me téléphone de Stanford, où il est professeur, et il me dit « Tu prends l'avion, tu viens demain à Stanford, d'urgence. » Ah, je dis « Ben oui. » Il me dit « Il n'y a pas, tu viens. » Alors, j'annule toutes mes consultations, vous savez, là. Et je prends l'avion, j'arrive là-bas, et il me dit « Quelque chose d'extraordinaire vient de se produire, nous avons une réunion demain matin. » Et nous avons, dans cette réunion, invité le professeur Vittorio Gallese de Parme, parce qu'à Parme, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire, les neurones miroirs. Alors, Gallese nous explique ce que sont les neurones miroirs. Il a dit, voilà, nous avons constaté, pour vous résumer la chose, que si nous mettons un PET scan enregistrant l'activité des faisceaux cérébraux, des neurones et des synapses dans le cerveau, évidemment, si vous faites un mouvement, comme vous savez, tout mouvement est régi par le cerveau. Donc on va voir s'allumer un faisceau dans le cerveau, puis un autre pour faire un autre mouvement, etc. Mais si vous qui êtes en face de moi et qui ne faites rien, vous me faites que me regarder prendre la tasse de café et la porter à ma bouche,
on s'aperçoit dans votre PET scan que dans votre cerveau, les mêmes neurones, les mêmes synapses vont s'allumer et fonctionner de la même façon. En d'autres termes, nous sommes en miroir les uns des autres, en Bluetooth. C'est-à-dire, vous buvez un café, je sens l'envie du café. Vous sentez pas, non, mais votre cerveau se prépare. Par conséquent, ça explique le désir. Il est rarissime dans une vie d'homme d'avoir une théorie Et d'avoir la confirmation scientifique. et d'avoir ensuite une neuroscience qui vient, non pas prouver de manière absolue, parce que vous savez, les neuroscientifiques s'engueulent entre eux, mais quand même apporter beaucoup d'arguments à cette théorie. Parce qu'il est évident qu'à ce moment-là, si vous voyez quelqu'un vous entrez dans un bistrot et vous savez pas quoi commander, vous êtes au bar, et puis arrive quelqu'un qui dit vite, donnez-moi une bonne bière, un bon demi bien glacé. Et aussitôt vous dites moi aussi. Vous voyez ? Parce que c'est quasiment automatique. Et c'est assez extraordinaire parce que ça prouve qu'au fond, le mécanisme du désir est toujours induit par le désir de l'autre, à condition que cet autre soit suffisamment proche de moi pour que je puisse imaginer de lui prendre son objet. Mais c'est affreux. C'est la malédiction. C'est affreux. De l'espèce humaine depuis qu'elle a quitté le paradis terrestre après avoir fait la première démarche de rivalité mimétique d'Ève. Pourtant, moi, j'ai le sentiment, quand je désire quelque chose, que c'est moi. Oui. J'ai l'impression que les amis que j'ai, je les désire à partir de moi-même. J'ai bien sûr des désirs mimétiques parfois, mais j'ai l'impression que c'est les désirs peut-être un peu superficiels. J'ai l'impression qu'au fond de moi, quand même... Oui, mais je vous ramène à la dame dont nous parlions avec son chat. Imaginons que vous ayez un ami très cher, etc., et que vous voyez brusquement qu'il commence à s'intéresser à un autre auteur ou à un autre travail. Vous allez pas être bien. C'est ça le désir mimétique. C'est ça le désir mimétique, parce que ça entraîne la rivalité immédiatement. Et donc, le modèle que vous imitez de toute façon... Alors, le désir mimétique est en même temps une bénédiction, parce que c'est la source de tous les apprentissages. N'est-ce pas ? Il est évident que pour apprendre à un enfant à parler, il n'y a pas 36 solutions. Il faut parler devant lui, petit à petit, avec des mots de plus en plus compliqués, mais au départ très simples, papa, maman, jusqu'à ce qu'il les imite. Donc, vous me soulagez un peu. Donc, le désir mimétique, il y a un côté malédiction, donc on voit, c'est mécanique. Mais il y a un côté, tous les apprentissages. C'est ce que disait Aristote. Aristote disait, le petit anthropos est supérieur à tous les autres animaux en ce qu'il est le plus mimeur. Et que c'est par le mimisme qu'il acquiert toutes ses acquisitions. On ne peut pas apprendre à parler sans imiter celui qui parle. Et si vous êtes dans un milieu français, vous parlerez français, et au Japon, si vous êtes un petit japonais, vous parlerez japonais. Il n'y a pas à discuter. Je veux dire, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend à écrire. Donc ça veut dire qu'on est beaucoup moins des individus séparés, indépendants, autonomes, qui décidons par nous-mêmes, qu'on le croit. Absolument. Absolument. C'est la raison pour laquelle je pense que la psychologie, que j'appelle psychologie mimétique, n'est pas une psychologie individuelle, mais comme nous l'avons appelé avec René Girard, interdividuelle. C'est-à-dire qu'on supprime la notion d'individu pour la remplacer par la relation. Ce qui est important, c'est la relation qui s'établit entre moi et vous. Donc en réalité, le fait psychologique ne se situe pas dans l'épaisseur biologique d'un moi personnel ou d'un vous personnel, mais le fait psychologique se situe dans la mystérieuse transparence du rapport entre nous deux, ici. Donc si je veux, puisque ça c'est le thème plus central de votre livre, parce que donc faut
René Girard travaillait, comme vous l'avez dit, d'abord sur la question romanesque. C'est vraiment votre travail à ses côtés qui fait vraiment de vous, disons quand même, une figure majeure dans l'histoire de la pensée, qui avait vu les liens entre ce que faisait René Girard et le travail clinique, parce que vous étiez psychiatre, de voir comment aider les gens. Et donc, si j'ai un problème de couple, je veux essayer de créer une relation, je veux essayer de créer une relation plus harmonieuse, enfin, pas seulement si j'ai un problème de couple, mais si je veux créer une relation plus harmonieuse, comprendre la logique, le mécanisme du désir, c'est absolument fondamental. Comme vous l'avez montré avec cette femme, comprenant le mécanisme, au lieu de faire qu'une crise avec son mari, elle renforce le lien, mais si elle ne connaît pas ce mécanisme, alors ils vont aller dans la rivalité et être malheureux. Absolument. Alors, ce qu'il y a, prenons un couple. Qu'est-ce qui se passe dans les couples ? Dans les couples, on dit « nous allons tout partager ». On partage tout ce qui est partageable. S'il y a un couscous, on peut le partager. S'il y a un voyage, on peut le faire ensemble et partager l'agrément du voyage. Mais il y a une chose que dans un couple on ne peut pas partager, c'est le pouvoir. Et le pouvoir est quelque chose qu'on ne peut pas partager. Et chacun veut, peut-être à son insu, veut le pouvoir, veut imposer son point de vue, veut avoir raison. La première chose qu'il faut expliquer à des gens qui sont dans cette situation-là, et que c'est une de mes formules, je dis à celui-là à ce monsieur qui me dit que sa femme, etc., je lui dis, mais non, il faut que vous disiez à votre femme, ce n'est pas parce que tu as tort que j'ai raison. J'ai raison pour les raisons que je vais t'expliquer, mais ce n'est pas parce que tu as tort. Toi, tu as raison. Mais nous allons voir comment on peut voir les choses différemment. Et en réalité, j'ai pris cet exemple pour bien marquer l'histoire du pouvoir. Vous savez, sur les plages, on voit des enfants qui sont sur une planche de bois posée sur un support. Et la planche de bois monte et descend. Et évidemment, ça les amuse beaucoup, ils montent, ils descendent, ils s'amusent, etc. Mais dans un couple, c'est l'image du pouvoir. C'est-à-dire que si celui qui est en haut est content, mais celui qui est en bas n'a qu'une idée, c'est de monter en haut. Or, comme il n'y a qu'une seule façon pour celui qui est en bas de monter en haut, c'est de faire baisser l'autre. Vous voyez, donc c'est ça les problèmes de pouvoir. Je vous donne un exemple. Le monsieur arrive et il dit à sa épouse, « Écoute chérie, c'est merveilleux aujourd'hui. Mon patron m'a félicité, il m'a dit que le rapport que je lui avais fait, là, que j'ai remis la semaine dernière, était remarquable, et du coup, il m'a donné une promotion. » Sa femme, mimétiquement, et automatiquement, et sans vouloir être méchante, elle veut remonter, parce que là, il est trop haut, là. Et alors, du coup, elle lui dit, mais non, mais pour qui tu te prends ? Et ça, c'est quotidien. Pour qui horrible. Hein? Mais c'est vrai. C'est une observation que j'ai faite dans ma pratique, j'ai quand même fait 50 ans de psychiatrie. C'est une chose que je vois tout le temps. C'est une chose que je vois tout le temps. Et effectivement... Comment on évite ça, alors ? Comment on évite ça ? C'est simplement en essayant de faire prendre conscience. Prendre conscience est un mauvais mot parce que ça fait psychanalytique, mais en faisant que les gens se rendent compte qu'au fond, ce que l'autre a acquis ne vous diminue en rien. Au contraire, vous devez vous réjouir parce qu'il est plus heureux, parce qu'il est plus fort, etc. Il a obtenu une promotion. Et vous êtes son épouse, donc vous devez vous en réjouir. Et donc le mari pourrait dire aussi à sa femme, j'ai une formidable nouvelle à t'annoncer, j'ai fait un bon rapport, du coup je vais avoir une promotion, ça va nous permettre de faire quelque chose ensemble. Voilà. Donc une manière de retisser le lien. Parce que, au fond,
sa femme peut sentir aussi que le lien est rompu par le fait qu'il a ce pouvoir supplémentaire. Donc, au fond, dans un couple, il faut retisser le lien en permanence. Alors, je vais vous raconter une histoire qui va peut-être vous amuser. J'étais dans un congrès aux États-Unis et j'ai exposé les théories que je viens de résumer. Et le lendemain matin, au breakfast, vous savez, les Américains prennent un breakfast qui me tue d'ailleurs à 7h du matin, parce que moi, à 7h du matin, je suis dans le coma. Enfin bref, aux États-Unis, à 7h du matin, il faut être au breakfast. Et un des éminents professeurs qui était là vient vers moi et me dit « Écoutez, j'ai été impressionné par ce que vous avez raconté hier, par la forme de psychologie, de psychothérapie que vous préconisez, et j'ai un problème à vous soumettre. » Alors il me dit « Voilà, j'ai ma fille, qui est une avocate brillantissime à New York. » Vous savez, les avocates new-yorkaises, c'est pas des enfants de cœur. Hein, et il me dit, et son mari est un avocat, brillantissime également. Ils sont tous les deux dans la même firme d'avocats. Et dès qu'ils sont à la maison, ils n'arrêtent pas de s'engueuler. Ils n'arrêtent pas de s'engueuler, mais pour des bêtises. Tu n'as pas descendu la poubelle, tu n'as pas fermé la porte, tu n'as pas éteint la lumière, tu n'as pas fait le breakfast de je sais pas quoi. Alors il me dit, est-ce que vous avez une solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, j'ai eu une idée amusante. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne les connais pas. Je lui ai dit, écoutez, voilà, suggérez-leur de se réunir et de constituer un gouvernement. Et dans un gouvernement, on distribue les ministères. Et alors, il faut qu'ils se mettent d'accord. Qui va prendre le ministère des Finances? C'est peut-être le monsieur. Qui va prendre le ministère de l'Intérieur? C'est peut-être la dame. Qui va prendre le ministère des... je sais pas quoi. Bon. Et je lui dis, comme ça, on distribuera les ministères avec la condition que dans le domaine d'un ministère, on ne s'occupe pas du ministère de l'autre. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'intérieur de la maison, c'est la femme qui commande. C'est elle, le ministre de l'Intérieur. Inversement, tout ce qui concerne les finances, c'est son mari qui commande. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Et ainsi de suite, pour d'autres choses. Alors, il me dit, vous croyez que ça va marcher? Je lui dis, ça, je n'en sais rien, mais on peut essayer. Comme ce sont des gens intelligents, ça peut les amuser de faire ce genre de mise en scène, en quelque sorte. Et 3 semaines après, je suis de retour à Paris, etc., il me téléphone. Il me dit, vous savez, votre truc, là, ça a marché. Ça a marché, ça les a réconciliés, ils ont bien séparé dorénavant chacun son champ de compétences, et ils sont partis ensemble fêter ça aux Caraïbes pour se donner des vacances. Ah, je dis alors ça, je n'avais pas prévu le ministère du Tourisme. Pourquoi vous avez eu cette idée-là et en quoi ça pouvait aider par rapport à la rivalité? Ben parce que ce que je cherchais là, c'était à séparer les lieux de rivalité. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous avez dans la même pièce 2 choses, un vase qui est là, et la dame veut le mettre là-bas. Non, il est là, je le préfère ici, tu le préfères là. Et ça peut monter assez vite, bêtement. Alors que si on a décidé que tout ce qui est à l'intérieur, c'est la dame qui décide, ah bon, bah tu veux déplacer le vase, moi, c'est pas mon problème. Hein, donc en fait, en faisant ça, vous dissolvez l'espace de rivalité mimétique. C'est ça. Vous réautorisez chacun à avoir du pouvoir là où il veut. Voilà. Parce qu'au fond, tout être humain veut du pouvoir, a besoin de pouvoir, et donc il faut éviter la rivalité pour être à l'aise. Exactement. Il faut à tout prix éviter la rivalité, parce que c'est la rivalité qui est toxique. Imaginez un instant qu'on puisse aujourd'hui, par un moyen, je ne sais pas lequel, il faudrait être extrêmement habile, réconcilier M. Zelensky et M. Poutine
aussitôt, des centaines de milliers de jeunes gens cesseront de mourir. Mais la rivalité mimétique est telle que l'objet du désir qui a déclenché cette rivalité mimétique est perdu de vue par les deux protagonistes. Ils s'en foutent complètement qu'il y ait 600 000 morts. Complètement, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est la rivalité qu'il y a entre deux. Et ils sont disposés à dépenser des milliards, à faire dépenser des milliards à tout le monde, et à tuer des centaines de milliers de personnes, parce qu'ils sont obsédés l'un par l'autre. C'est pour ça qu'on voit dans l'histoire, à nouveau, c'est les guerres de religion entre catholiques et protestants dans le même endroit. C'était beaucoup plus violent qu'entre les catholiques et le monde arabe voilà, au XIVe, XVe et XVIe siècle. Donc absolument. C'est très énigmatique, mais grâce à cette logique, on commence à comprendre. Voilà. Il faut séparer les choses. Et Hubert Védrine vient de publier un livre de plusieurs chapitres consacrés chacun à un grand diplomate dans l'histoire, depuis Richelieu, Mazarin, Talleyrand. Et il montre comment Talleyrand est arrivé au Congrès de Vienne en 1815, alors qu'il représentait la France battue. Il est arrivé à manipuler tout le monde. Et en particulier, une histoire amusante, c'est que le tsar arrive et il tombe sur le pont qui s'appelait pont Napoléon, je sais pas quoi. Et il dit, on va détruire ce pont. Et Talleyrand lui dit, Majesté, mais non, nous allons faire bien mieux que ça. Nous allons le baptiser pont Alexandre III, en votre honneur. Et aussitôt, le pont est sauvé. C'est-à-dire qu'il faut chaque fois trouver un moyen de déminer la rivalité mimétique, d'une façon ou d'une autre. Parce que sinon, cette rivalité mimétique évolue en envie, jalousie, violence et mort. C'est terrible. Et toujours entre frères. C'est pour ça que quand on me parle de fraternité, je suis terrorisé. Ça commence par Caïn et Abel, et Théocle et Polynice, avec Antigone ensuite qui veut absolument rétablir la vérité, mais c'est impossible. Romulus et Rémus, et ainsi de suite. Et tous les frères qui ensuite... Louis XVI est condamné à mort à une voix de majorité, celle de son cousin, Philippe d'Orléans, Philippe Égalité. Pourquoi ? Parce que c'est son cousin, il veut prendre sa place. À une voix de majorité. Il n'y aurait pas eu cette voix-là, il aurait échappé à l'échafaud. Alors que les autres, il y en avait beaucoup qui avaient voté non, pas. La moitié de l'Assemblée était contre la décapitation du roi. Et c'est la voix de son frère, enfin de son cousin. Et donc, par conséquent, ceux qui sont amenés à être rivaux sont les gens les plus proches. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on vous signale qu'à Pékin, il y a quelqu'un qui est en train de faire un livre et qui imite un peu la technique de M. Fabrice Midal, ça vous est complètement égal. Parce que c'est à Pékin. Mais si on vous dit que dans le 16e arrondissement, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de faire la même chose que vous, alors là, vous allez vous énerver. Alors, prenons cet exemple-là. Donc, voilà, je fais des livres ou je fais des bijoux, et oui, telle personne fait des bijoux. Et donc, du coup, je deviens jaloux. Parce que je me compare. Je vois... Absolument. Je me dis, je ferais mieux, elle fait moins bien. Comment je peux faire pour me délivrer ? La comparaison est le début. Et ça, Voltaire l'avait bien souligné. Vous savez, dans Candide, à la fin, Candide rencontre un vieux Turc. Et le Turc lui dit, moi, je me contente de cultiver mon jardin. Et Candide lui dit, vous devez avoir une superbe propriété. Le Turc lui dit, non, non, je n'ai que 25 hectares, mais je m'en occupe avec mes enfants, et ça éloigne de nous et l'ennui et le besoin.
et je ne regarde pas les jardins des voisins. Et ceci, au fond, m'amène, c'est une de mes maximes pour éviter de tomber dans la rivalité mimétique, c'est que le sommet de la sagesse consiste à continuer à désirer ce que l'on a déjà. C'est pas si évident. C'est pas si évident, mais ça évite d'éparpiller son désir sur tous les objets que les autres ont et que je n'ai pas. Parce qu'à ce moment-là, on est dans l'enfer. Parce qu'on a toujours plein de choses que les autres ont et qu'on n'a pas. Et ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Et c'est ce que voulait dire Voltaire, cultivez votre jardin. Alors comment je fais? Parce que c'est très difficile de ne pas me comparer à l'autre bijoutier qui fait des bijoux. Comment je fais pour ne pas me comparer? Enfin, que vous avez dit, j'essaye de désirer ce que j'ai. Ce que vous avez, vous dites, moi je fais mes bijoux comme ça. Ben, regardez, c'est ce que vous faites vous-même. Vous faites des livres, d'accord? Vous continuez à penser que ces livres sont bien. Mais vous n'êtes pas en train d'essayer de faire Shakespeare. Vous voyez, vous n'êtes pas en train d'essayer de faire Dostoïevski. Non, moi je pense que les meilleurs livres que je peux faire, c'est les livres qui seront les miens. Plus je serai moi-même, plus je ferai des livres qui sont bien, et plus je vais faire comme d'autres, plus ce que je ferai sera banal, pas vrai. Mais cela dit, il n'est pas exclu que vous ayez acquis mimétiquement certaines de vos idées ici ou là. Oui, et qui m'ont permis de progresser. Parce que voilà, il y a le désir mimétique qui permet de progresser, en tant qu'imitation. En tant qu'imitation, en tant qu'apprentissage. Et il est évident que... Donc je peux faire ça, c'est aussi l'autre solution. Par rapport à mon voisin qui fait des bijoux, je peux aussi, au lieu d'être dans la jalousie, voir comment ça peut me donner des idées pour avancer dans mon propre travail. Dans votre propre... Vous faites donc je limite créativement au lieu d'entrer dans la rivalité. Voilà, ou alors vous faites d'autres... Mais absolument, mais c'est exactement de cela qu'il s'agit. Vous avez rencontré, dans les gens que vous avez rencontré Yves Saint-Laurent. Oui. Et ça il vous a donné une leçon dans votre travail, si vous voulez raconter ça. Il vous dit, vous lui demandez, mais comment vous pouvez savoir? Ah oui, c'est ça. Alors, comment vous demandez à Yves Saint-Laurent, mais comment vous pouvez savoir que les femmes vont porter les robes que vous faites? C'est ça. Parce que, en effet, vous avez raison de me rappeler cet épisode. Yves Saint-Laurent était un homme charmant que j'ai rencontré. Je vous parle de cet épisode en 1975. Il était jeune. Et il était rentré à l'hôpital américain où j'étais chargé de le suivre, mais pour une banalité, une grippe ou je sais pas quoi. Et il s'était fait donner des grands cahiers à dessin, vous savez, et il dessinait, il coupait la page en 4, il la divisait en 4 parties, et il me dit tenez, venez, docteur, je vais vous montrer quelque chose. Et dans un des carrés, il dessinait merveilleusement. Il dessine une robe. Il me dit, vous voyez là, cette robe? Je lui dis oui. Il me dit, je viens de gagner 30 millions. Mais je lui dis, mais enfin, monsieur Saint-Laurent, comment pouvez-vous être sûr que les femmes vont aimer ce que vous faites? Il me dit, mais docteur, mais elles porteront ce que je veux. Elles porteront ce que je veux parce que je suis Yves Saint-Laurent et que porter une robe Yves Saint-Laurent, c'est le rêve de toutes les femmes. Donc là, c'est très intéressant parce que c'est lui qui vous fait une leçon du désir mimétique. C'est lui qui m'a donné une leçon de désir mimétique alors que moi, je m'étonnais. Alors, est-ce qu'on peut décortiquer l'histoire? Est-ce que vous voulez bien décortiquer pourquoi il dit ça? Donc c'est pas du tout une question qu'on pourrait croire à première vue de mégalomanie. C'est juste qu'il a compris la logique. Il a compris que c'est le secret des marques. Et au fond, si l'on voulait apporter la preuve de la validité et de la réalité
du désir mimétique, il faudrait voir l'application de cette psychologie mimétique rapporte des milliards à la publicité. Avec la publicité, vous faites des milliards en exploitant la théorie mimétique. Parce que si vous voulez vendre un parfum de Dior, mettons Dior, je ne veux pas faire de propre... Mettons Dior ou Saint-Laurent, vous n'allez pas prendre des petites jeunes filles et leur donner un flacon de parfum, et elles se promènent dans la rue à faire respirer le parfum à toutes les dames en disant « Regardez comme ça sent bon », etc. Ça n'intéresse personne et ça fera vendre rien du tout. Vous allez faire un film dans lequel vous allez créer un monde magique, avec une femme sublime, avec un monde en or, avec une femme d'une merveilleuse beauté, et tout ça, c'est parce que c'est Dior. Et l'imitation, le désir de faire comme, de pénétrer dans ce monde magique, vous fait acheter le parfum, parce que là, vous devenez un petit peu, vous rentrez un petit peu dans ce monde-là. Donc c'est le désir mimétique qui vous fait acheter le parfum. Alors qu'aucune autre technique psychiatrique, ou psychothérapique, ou psychologique, ne rapporte le quart du tiers du millième de ce que rapporte la publicité. Et toutes les publicités sont sur cette base-là. On ne peut pas vendre une montre si on ne la montre pas au bras de James Bond ou de je ne sais pas qui. On ne peut pas vendre une voiture si on ne met pas Leonardo DiCaprio dedans. Alors, un autre aspect dans le couple du désir mimétique, donc il y a le désir comme rivalité, mais s'il n'y a plus du tout de rivalité, le désir peut s'éteindre. C'est ce qui fait que, par exemple, je suis avec quelqu'un et que je vois que quelqu'un d'autre désire cette personne, je retombe amoureux. C'est tout ce que raconte en détail Proust. La recherche du temps perdu est entièrement fondée sur ça. Il est avec Albertine. Dès qu'il est avec Albertine lui appartient, ça l'intéresse plus. Dès qu'il sent que quelqu'un d'autre ou qu'Albertine pourrait désirer quelqu'un d'autre, il la désire à nouveau. Donc d'un côté, il faut éviter la rivalité, mais il faut qu'il y ait une certaine tension, sinon le désir va s'estomper. Absolument. D'ailleurs, ça m'a permis, ce que vous venez de dire est profondément juste, ça m'a permis dans bien des cas de sauver un couple. Je me rappelle en particulier d'un couple, la femme, une très belle femme, se présente et elle me dit, écoutez, moi je suis très très malheureuse parce que depuis quelque temps mon mari me néglige, alors je l'ai suivi, j'ai fait suivre, etc. Il a une maîtresse. Alors je lui ai dit, écoutez, elle me dit comment faire, est-ce que je téléphone à la maîtresse? Je lui ai dit non, surtout pas. Ne rentrez pas en rivalité avec la maîtresse parce que ça va. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, écoutez madame, est-ce que si je vous donne un conseil, vous allez le suivre sans acrimonie, sans critiquer à l'avance. Je lui ai dit, vous savez ce que vous allez faire dorénavant? Lorsque votre mari tourne la clé de la serrure, vous prenez le téléphone et vous le raccrochez brusquement. Lorsque votre mari vous dit, où est-ce que tu vas, ma chérie? Ben écoute, je vais chez le coiffeur. Et puis en réalité, vous n'allez pas chez le coiffeur, vous allez ailleurs. Et s'il vous fait suivre, il va bien voir que vous n'avez pas été chez le coiffeur. Ou alors il va téléphoner chez le coiffeur, vous lui dire, mais madame n'est jamais venue, pas aujourd'hui. Et faites comme ça quelques petites histoires. Eh bien, effectivement, son mari, petit à petit, lui a dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui t'arrive, etc. Il est devenu jaloux, en se disant, mais ma parole, mais elle me trompe. Et du coup, il a complètement négligé sa maîtresse et il a essayé de récupérer sa femme. Et ils sont redevenus un couple très, très amoureux. Elle lui a dit après ou jamais? Jamais. Ah ben non. Il faut pas le dire. Ah non, non. Mais c'est pas très moral. Alors, s'il y a une chose qu'il faut éviter en politique, comme en psychologie, comme en psychiatrie, c'est la morale.
Si on veut avoir un couple qui dure, il faut mieux comprendre la logique du désir que d'avoir des bonnes intentions. Parce que qui ne sont pas en rapport. la morale, vous allez faire la leçon. D'ailleurs, regardez, la France a perdu toute l'Afrique parce qu'elle leur a fait la morale. Vous n'allez pas chez un chef d'État en lui disant « Écoutez, moi je trouve que vous ne respectez pas les droits de l'homme, etc. » Le type, il devient épileptique de rage. Vous lui faites de la morale. Vous lui apprenez qu'il fait mal ce qu'il fait. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. La morale et la politique doivent être absolument séparées l'une de l'autre. Et c'est notre grande erreur en Occident, c'est de faire la morale aux gens à qui nous nous adressons. Nous voulons les moraliser. C'est absurde. C'est absurde. Vous voyez à quel point? Comprendre la logique du désir mimétique ou comprendre le mécanisme du désir, ça change la vie, à la fois socialement, politiquement et dans notre vie quotidienne. Il faut juste accepter, voilà, on accepte très bien la loi de la gravitation universelle, il faudrait accepter les lois du désir et on serait plus heureux. Et nous sommes malheureux parce qu'on oublie cette loi. On oublie ou on la refuse. On dit que pas du tout, moi je suis original. Je ne copie personne, c'est moi qui, au contraire, décide, etc. Non, il faut absolument pas tomber, comme toujours, dans la comparaison, dans la rivalité. C'est la chose vraiment à éviter. C'est la chose vraiment à éviter. Vous venez de dire quelque chose de très juste, là, juste, rappelez-moi ce que vous venez de dire. Que c'est comme il y a des lois, comme il y a des lois de la gravitation et qu'on ne peut pas lutter contre, si je veux être heureux, même dans mon couple, il vaut mieux que je comprenne la loi du désir, même si ça me gêne, parce que comme j'aime pas trop la loi de la gravitation, j'aimerais bien des fois voler comme un ange ou comme un oiseau, je suis obligé de me confronter à ça. Au fond, ce que vous dites, début, on est choqué, mais si on accepte que c'est une loi, on est au contraire beaucoup plus libre que quand on le nie. Absolument, on peut se libérer, mais il ne faut pas oublier, malgré tout, qu'en dépit du fait qu'on connaisse la loi, qu'on soit conscient du désir mimétique, et qu'on ait vraiment fait le tour, si je puis dire, de la question, on peut quand même tomber. On peut quand même tomber dans le piège. Et je prends toujours l'exemple, Newton avait découvert la pesanteur et la gravitation universelle. Ça ne l'empêchait pas de se casser la figure s'il glissait sur un savon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous pouvons tous, à un moment quelconque, tomber dans le piège, d'une manière ou d'une autre. Alors après, nous pouvons, si nous sommes bien conscients, si nous sommes bien avertis des mécanismes dont nous sommes le jouet, nous pouvons peut-être nous rattraper. Mais on peut tomber. On peut tomber. Et finalement, il y a un point qui est très important. C'est que quand vous avez le désir mimétique et que vous l'avez bien compris, quand vous avez bien compris le fonctionnement des neurones miroirs, qui rendent en quelque sorte le désir mimétique laïque et obligatoire, à ce moment-là, quel est l'interstice de liberté qui vous reste? Le seul interstice de liberté qui vous reste, c'est le choix du modèle. C'est très important. C'est très important, parce que si vous prenez comme modèle Ben Laden, Staline, ou je ne sais pas qui, ou Poutine, vous allez vous comporter d'une manière qui sera jugée négative. Mais si vous prenez comme modèle le Dalai Lama, Krishnamurti, ou un sage hindou quelconque, vous allez au contraire avancer dans la voie de la sagesse et de la paix intérieure et extérieure. Donc, si vous voulez, et ça, le choix du modèle, c'est quelque chose de très important. Encore faut-il être suffisamment ouvert pour comprendre que le choix du modèle obéit à deux conditions. La première condition, c'est de ne pas choisir un seul modèle.
un seul modèle, c'est du fanatisme. Si vous choisissez une idéologie, je suis communiste, mais rien que je suis communiste, c'est du fanatisme. Je suis islamiste, c'est du fanatisme, et ainsi de suite. Et deuxièmement, il faut donc choisir une série de modèles et bien comprendre que chacun ajoute un patch, une dimension à notre moi. Si bien que si vous me demandez aujourd'hui qui je suis, je vous réponds, je ne suis rien, moi. Je suis simplement un patchwork de tous les modèles qui, dans ma vie, m'ont progressivement constitué. Vous voyez ? Donc, par conséquent, moi, personnellement, je n'ai... Le moi, avec un grand M, n'existe pas. C'est un patchwork de tous les modèles qui m'ont constitué, et je peux d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, je peux même revoir dans ma vie quels sont les hommes, les femmes, qui ont eu sur mon destin un impact très important, radical. Mais, deuxième condition, le modèle qu'on a choisi, il faut veiller jalousement, attentivement, à ne jamais qu'il se transforme en rival ou en obstacle. Parce que le grand danger, c'est que le modèle se transforme en rival. Et j'ai vu ça arriver. Vous savez, René Girard a eu beaucoup d'élèves. Il a fait des conférences dans le monde entier, il est très connu, etc. Et il a eu des élèves dans toutes les branches des sciences humaines, en politique, en économie, en théologie, et ainsi de suite. Et j'ai vu apparaître, chez certains de ces élèves, une pointe de rivalité qui se traduisait par le fait de dire « Oui, René Girard a dit ça, mais je pense qu'il a raté tel détail qu'il n'a pas vu. » Que moi, par contre, je l'ai vu. On voit ça beaucoup dans le monde intellectuel en général. C'est absolument angoissant. Absolument. Ouais, en philosophie, c'est la même chose. Dès qu'un philosophe est grand, les petits philosophes disent « Le grand philosophe a fait ça, mais il n'a pas vu ça que moi j'ai vu. » Exactement. Et donc ça, c'est la rivalité mimétique. C'est la rivalité mimétique qui fait qu'en fait, vous vous privez de tout ce que l'autre pouvait, de tout ce que ce maître pouvait vous apporter, tout ça pour imposer un détail de votre cru, simplement en rivalité avec lui, mais qui vous diminue plus qu'il ne vous augmente. Mais vous pouvez par contre aller plus loin sur le même chemin. Et en fait... Pour aller plus loin, il faut sortir de la rivalité. Il faut sortir de la rivalité. On se rapetisse. Ça, c'est très très important comme vérité. C'est fondamental. Et c'est la raison pour laquelle... Et donc, c'est paradoxal. Pour aller plus loin, il faut être dans la gratitude devant le modèle. Absolument. Et quand on est dans la rivalité, on se rapetisse soi-même. Absolument. Mais c'est la raison pour laquelle, par exemple, pendant des siècles, les catholiques ont publié des livres, l'imitation de Jésus-Christ. Vous savez, c'était très, très connu sous toute... Quand on lit l'Évangile attentivement, on s'aperçoit que le Christ n'a jamais dit « imitez-moi ». Il a dit à ses disciples, les uns derrière les autres, en les choisissant, « suivez-moi ». C'est pas la même chose. Parce que celui qu'on veut imiter, il faut surtout pas l'imiter, il faut le suivre. Il faut le suivre. Pourquoi ? Parce que si vous suivez quelqu'un, vous reconnaissez, ce faisant, qu'il vous précède. Et que par conséquent, vous imitez son désir. Parce qu'il vous précède et vous le suivez. Alors que si vous l'imitez à lui, vous cherchez à singer son attitude vous allez être dans la rivalité très rapidement. Donc, par conséquent, il faut le suivre et non pas l'imiter. Et c'est la même chose pour tous les grands penseurs, si vous voulez. Si vous voulez vraiment adhérer à une grande pensée, il faut la suivre, il ne faut pas chercher à l'imiter. Merci infiniment. J'espère que ça donnera envie à tout le monde de lire votre livre, de devenir un peu moins prisonnier de la mécanique du désir et trouver la force d'être plus libre grâce à ça. Vous venez de dire, mon cher Fabrice, le mot-clé,
c'est la recherche de la liberté. Si on veut être libre, il faut connaître les règles du jeu. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, de me faire part de tous vos commentaires, et je vous dis à très vite.